Bienvenue sur le podcast du Cluster Maritime Français dédié à la croissance bleue durable et responsable. Retrouvez à chaque épisode un nouvel invité autour d'une thématique maritime. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Marc Rouet, président de la compagnie maritime bretonne Brittany Ferries. Le Salamanca, premier navire propulsé au gaz naturel liquéfié de la compagnie de transport maritime Brittany Ferries, dont le siège se trouve à Roscoff, a quitté le chantier chinois et s'apprête à rejoindre l'Espagne. Il sera mis en service en mars 2022 pour desservir la ligne Portsmouth-Bilbao. Monsieur Rouet, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les particularités de ce navire, premier navire propulsé au GNL de la compagnie, et ses atouts pour l'environnement et les réglementations à venir? Alors, d'abord, la première caractéristique, c'est le deuxième bateau classé dans les bateaux cruise ferry, à savoir une grosse capacité de transport passager, et notamment passagers de nuit, c'est-à-dire des cabines et des couchettes, et évidemment une capacité pour accueillir ces passagers en restaurant pour le breakfast, pour le lunch et puis évidemment pour le dîner. Donc, c'est très particulier, c'est là qu'on découvre toute la marque Brittany Ferries et toute la qualité de la flotte Brittany Ferries, puisque c'est pas le premier beau navire de la flotte Brittany Ferries, il en fait partie et il est le plus récent. L'autre particularité, évidemment, c'est pour nous le fait que, on l'a jamais caché, depuis plusieurs années, nous cherchons à évoluer vers ce carburant de transition qu'est le gaz naturel liquéfié. Et pour le coup, donc, le navire Salamanca est le premier navire de la flotte à être exploité. Tout le monde sait, pour ceux qui suivent l'actualité de Brittany Ferries, qu'il aurait dû être le second, mais le navire Honfleur, qui était notre premier navire, notre première commande au GNL, finalement ne nous a jamais été livré par le chantier allemand. Et la troisième particularité de ce bateau, c'est qu'il sera suivi dans 12 mois du deuxième navire au GNL et du troisième navire de cette série, qui sera le Santonia, donc qui sera une copie conforme. C'est la première fois que dans l'histoire de Brittany Ferries que nous aurons donc 3 navires qui seront ce qu'on appelle des sister ships, à savoir donc des navires totalement identiques. Alors pour le coup, le premier est sur un carburant classique avec une filtration de fumée très innovante. Il est aussi dans l'innovation, mais il n'est pas au carburant de transition GNL. En matière donc de réglementation, ou du moins d'atouts pour l'environnement, en fait, le GNL, carburant du Salamanca et du Santonia, a la particularité de répondre bien au-delà des réglementations actuelles en matière d'oxyde de soufre, d'oxyde d'azote, et également répond à l'absence d'émissions de particules fines. Pour le coup, il n'y a pas d'émissions, il n'y a pas de réglementation pour encore, mais les émissions donc, issues de la combustion du GNL sont nulles également sur les particules fines, comme pour l'oxyde de soufre. Donc, en matière de santé publique, évidemment, pour des bateaux qui sont très régulièrement dans des ports ferry, donc régulièrement donc, accrochés quelque part aux agglomérations portuaires donc, qui se rattachent à notre activité. Résultat des courses, là-dessus, on est très en avance par rapport à la réglementation actuelle en matière de SOx, de NOx et de particules fines. Ensuite, c'est le carburant de transition aujourd'hui, le seul qui permette une économie, certes que d'une vingtaine de pourcents en matière d'émissions de CO2, mais malgré tout de CO2. Et c'est la seule technologie aujourd'hui disponible sans être comment dire, dans l'incapacité de s'y engager, parce qu'avec un surcoût trop important, le GNL est quelque part sur un coût à l'investissement supportable au niveau de l'exploitation. Et aujourd'hui, c'est le carburant de transition que nous avons choisi, et quelque part, c'est le seul existant pour le shipping. Pour continuer sur toutes ces spécificités et sur les carburants de transition, pensez-vous également au bio-GNL et au e-méthane? Oui, bien sûr. Maintenant, quelque part, le problème de ces carburants aujourd'hui, c'est leur disponibilité. Nous, tout comme CMA-CGM, nous appelons
le méthane issu donc d'énergie fossile, c'est une énergie fossile qu'on utilise. Nous le considérons comme de la transition, un carburant de transition, puisque en effet, la motorisation de nos bateaux sera en capacité d'utiliser du bio-GNL, pardon, ou du e-méthane, puisque quelque part la molécule qui sert à la combustion ou à la fabrication d'énergie dans le moteur, elle est la même, sauf qu'elle n'est pas issue du même process. Donc pour nous, évidemment, les capacités de production de bio-GNL ou de e-méthane, d'abord on le voit que possible par des très grands groupes industriels, voire par la force publique, c'est-à-dire des ambitions gouvernementales, par exemple en France, à l'instar de ce qui avait été fait lorsque le général de Gaulle avait lancé le nucléaire civil en France. Donc ça ne peut que se voir comme ça, ou alors par des très grands groupes industriels qui stratégiquement décideraient de faire en sorte que le bio-GNL et le e-méthane font partie de leurs ambitions en matière de production d'énergie. Mais on y est évidemment extrêmement regardant. Et je sais que, de ce que je sais, c'est que le CMA-CGM en consomme un petit peu aujourd'hui en bio-GNL ou en biocarburant, mais ça reste extrêmement limité. Poursuivons sur la formation de l'équipage. On n'en a pas parlé. Est-ce qu'une formation de l'équipage a été nécessaire pour le Salamanca? Oui, bien sûr, parce que le maritime est réglementé en termes de formation pour le personnel embarqué sur des navires qui sont propulsés au GNL. Donc, par définition, il y a une formation complémentaire ou une formation différente par rapport à ce qu'on connaît en matière de formation pour les navires classiques, je dirais, issus de produits issus du pétrole, liquide. Et donc, Brittany Ferries possède, et on a inauguré il y a quelques années, un centre de formation à Saint-Malo, donc qui a pour mission donc de former nos futurs navigants au GNL et avec des navigants qui sont détachés comme formateurs, ce qui permet quelque part de compléter les formations qui sont délivrées par les lycées et les écoles de la marine marchande. Et également pour le GNL, nous avons construit des modules de formation en présentiel, mais également en e-learning, et des formations qui ont eu lieu également sur des simulateurs de la marine, des écoles donc de la marine marchande, et également d'ailleurs quelques embarquements sur des navires CMA-CGM. Donc oui, il y a une formation complémentaire et on a pris tous les leviers en matière de formation initiale, formation interne et formation externe, formation grandeur nature, c'est-à-dire sur des navires déjà fonctionnant sur ce type d'énergie. Donc une formation est nécessaire et elle s'organise et elle a déjà été en place puisque l'équipage du Salamanca avait rejoint le port de Singapour pour pouvoir embarquer à bord du bateau lorsqu'il faisait route vers l'Europe depuis sa livraison au chantier de Chine, de Heiai. Brittany Ferries a annoncé en juillet un hydroplaneur électrique pour 2028. Quelles sont les autres technologies que vous regardez et quel rôle pour l'électrique, batterie ou hydrogène? Alors, pour l'électrique, je pense que je viens de le dire. Donc, c'est-à-dire qu'on est déjà dans le fait d'imaginer pouvoir stocker de l'énergie donc dans des accumulateurs d'énergie électrique qui le restitueront ensuite soit en navigation, soit en manœuvre portuaire, soit lors des escales. Donc, comment on fait ça? En fait, on produit un tout petit peu plus d'énergie que ce qu'il faut pour faire avancer le bateau à sa vitesse. Et cette capacité donc complémentaire, elle est donc stockée dans des batteries au bénéfice de pouvoir s'en servir lorsque le navire n'est plus en propulsion, c'est-à-dire est en escale portuaire. Donc, on regarde ça. Alors, l'histoire de l'hydropanneur, c'est plutôt le fait que nous connaissions les ambitions d'une société comme Regent sur le fait de vouloir s'investir et d'avoir des projets sur ce type d'outils. Alors, c'est pas nouveau chez Brittany Ferries, on a toujours été, très en veille et très à la recherche de potentialités de développement et de rupture, de rupture technologique qui nous permettent d'imaginer de changer quelque part dans nos modèles d'exploitation au bénéfice de gagner en matière environnementale, tant sur l'empreinte carbone que sur la santé publique. Et pour le coup, cette sollicitation de l'entreprise Regent, c'est quoi?
c'est que nous avons, nous, aujourd'hui, dans ce projet, c'est d'accompagner les entreprises, donc celles-là en particulier, pour qu'elles puissent développer un véhicule qui soit adapté à des modèles d'exploitation réalistes. En fait, notre problème sur ces sollicitations, c'est que ça peut-être des engins ou des machines qui soient adaptés à tel ou tel métier, mais pas forcément au transmanche ou pas forcément à venir être un comparatif du ferry de son exploitation. Donc, c'est ça notre mission dans le projet que nous avons avec Regent. Et donc, bon, ça fait partie quelque part de nos veilles. Et donc, on ne s'interdit pas, en effet, un jour, d'être plus avancé dans ce type de projet. Et bon, c'est des phénomènes, l'effet de sol, on le connaît depuis très longtemps. Hein. Maintenant, c'est vrai que du fait des matériaux beaucoup plus légers qu'on peut utiliser dans la construction, tant maritime qu'aérienne qu'autre, évidemment, ces outils-là ou ces concepts de voyage ou ces concepts de transport ont plus d'ambition en réalité. Alors, dans également les technologies que nous regardons, évidemment, vous citez l'hydrogène. Oui, l'hydrogène, bien sûr, on a beaucoup parlé des piles à combustible. Et pour le coup, on est associé avec le comité à l'énergie atomique. Alors, pas parce qu'on a l'intention de faire partir nos bateaux avec l'énergie nucléaire, mais parce que c'est eux qui sont en charge d'être le recentreur public sur les différents projets qu'il y a sur l'hydrogène. Et donc, nous sommes aussi en veille. Alors, c'est vrai que pour le coup, l'hydrogène d'idée d'avoir de l'hydrogène vert, parce que quelque part, avoir des bateaux à l'hydrogène, oui, mais si l'hydrogène est fabriqué par le biais d'énergie fossile, finalement, on n'a rien gagné. Et pour le coup, c'est un petit peu le même problème que pour le bio-GNL ou le e-méthane, à savoir à partir de quelle source d'énergie il est fabriqué, est-ce qu'elle est verte ou qu'elle n'est pas. Et ça, c'est un peu la difficulté aujourd'hui de l'hydrogène qui l'amène à être à un prix extrêmement élevé. Vous avez vu que dans l'actualité, il y a une agglomération dans le sud de la France qui avait pour projet de faire rouler tous ces bus à l'hydrogène. Et au vu du coût, que ce soit en construction ou que ce soit en carburant, ils ont abandonné leur projet. Donc, c'était une idée de faire rouler 41 bus dans une ville sur base hydrogène en matière de carburant. Donc, l'hydrogène, c'est très connu. Hein, la pile à combustible, quelque part, c'est quelque chose qui est très connu. D'ailleurs, les voyages vers la Lune ont été réalisés par le fait qu'à l'intérieur des fusées et des modules de transport, il y avait des piles à hydrogène, et des piles à combustible, pardon. Et donc, c'est quelque chose que l'on suit. Aujourd'hui, il faut être très clair avec ces projets. Aujourd'hui, si j'avais dû construire un bateau comme le Salamanca sur une propulsion hydrogène avec une pile à combustible, il m'aurait fallu le bateau Salamanca avec tous les équipements passagers qu'il a et un autre navire à peu près de la même taille pour y loger non seulement le matériel de fabrication d'énergie, mais en plus le stockage de l'hydrogène. Donc, vous voyez, aujourd'hui, le gap est quand même très, très élevé. Et c'est vrai que pour le coup, économiquement et technologiquement, on est quand même très, très loin de ce que le GNL aujourd'hui est possible, nous donne comme possibilité. Mais en tout cas, on est en veille et, comme je vous ai dit, en partenariat avec des sachants qui sont sans doute plus éclairés que nous. Alors, dans votre question, il y a également le numérique. Quelque part, pour nous, aujourd'hui, l'utilisation de la data, j'ai envie de dire que c'est quelque chose, c'est le b.a.-ba, que ce soit le data pour le commercial, l'opérationnel ou même pour le technique, puisque ça nous permet de mesurer, d'analyser et d'optimiser les façons de travailler. Donc, ce sont des systèmes qui sont installés à bord, qui sont de plus en plus interconnectés avec la Terre, donc d'où le développement de liens haut débit qui doivent aller en même temps, et également avec un niveau de sécurisation extrêmement important, puisque notamment en termes de cybersécurité. Donc, pas toujours très simple pour les bateaux. Et puis, pour nous, le numérique, c'est un outil de simplification des processus et des formalités administratives. Si je ne prends qu'un seul exemple, notamment le passage de frontières suite au Brexit. Donc, évidemment, pour nous, le numérique est quelque chose qui fait partie de l'entreprise et qui est dans la révolution ou qui est dans la régénération de l'entreprise pour le futur. Très bien. Pour
terminer, pouvez-vous m'en dire un petit peu plus sur la démarche de l'Institut de transition éco-énergétique maritime? En quoi cela va permettre à Brittany Ferries de réussir ses objectifs environnementaux? À Brittany Ferries et aux autres, en fait, parce que finalement, si Brittany Ferries est inscrit dans ses partenaires, c'est parce que l'objectif de cette démarche, d'abord, c'est de mutualiser des moyens ou les moyens français qui sont tournés vers le maritime. Et comme cela s'est fait déjà, on a pu constater, que ce soit autour de l'automobile ou l'aérien, avec notamment des projets de grande envergure, comme l'avion à l'hydrogène, par exemple. Et puis donc, les acteurs du maritime, que ce soit des acteurs industriels ou des opérateurs de navires, se réunissent au sein de cet institut pour construire des projets multiples, mais également avec un nombre limité de projets de grande envergure, et comme ça pouvoir solliciter des accompagnements financiers, des aides, que ce soit au niveau national ou européen. Donc, parce qu'il faut être aussi, comme je l'ai dit déjà, dans l'état actuel des technologies qui nous sont présentées et qui sont donc très bas carbone, si on veut, il y a des modèles économiques qui sont aujourd'hui absolument insupportables, ou du moins impossibles à atteindre, à savoir la comparaison, même si quelque part, pour nous qui sommes des transporteurs de passagers en masse, il est évident que l'empreinte carbone du voyage reste quelque chose qui est sensible auprès du voyageur. Donc, nous aurions tout à y gagner, mais ceci étant, le gap ne peut pas être non plus de 1 multiplié par 2, quoi. Donc, c'est excellent. Donc, ces schémas économiques avec des objectifs climatiques et environnementaux qui sont très, très élevés sont aujourd'hui impossibles à atteindre avec les technologies qui nous sont présentées. Donc, c'est vrai qu'une démarche collective, donc c'est pour nous nécessaire, parce que Brittany Ferries ne peut pas tout faire avec ses petits bras musclés, et donc nécessaire pour travailler aux ruptures qui vont permettre d'être au rendez-vous de 2050, et travailler aux ruptures, mais également en identifiant les modèles énergétiques qui seront sans doute qui seront vraisemblablement les plus capables de répondre aux ambitions. Et donc, je résume en disant que l'objectif de la coalition et de EM, c'est de proposer une vision partagée au sein de la filière maritime, d'apporter des solutions qui permettront d'atteindre collectivement les objectifs environnementaux de la filière, et j'ai parlé de 2050, mais en même temps, en maîtrisant les impacts économiques qui sont associés à cette rupture technologique ou ces ambitions environnementales, et de réaliser des projections de leur développement. Parce que c'est vrai que avoir une solution clé en main, potentiellement assez facile d'adaptation, ou du moins pas trop difficile, si vous êtes tout seul à les utiliser et qu'il n'y a pas de développement, il n'y aura pas non plus d'économie d'échelle. Donc, évidemment, avoir des acteurs rassemblés auprès d'un institut d'une même vision, quelque part, permet d'avoir des visions de projection sur le développement des new technologies. Voilà. Un grand merci, Monsieur Rouet, pour avoir répondu à cet entretien pour le cluster maritime français. Et nous remercions également nos auditeurs pour leur écoute. Vous pourrez retrouver les différents podcasts du cluster maritime français sur notre site internet. À très bientôt.